Officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité du Mali, de la MINUSMA et de l'opération Barkhane, mes chers compatriotes, Dieu soit loué qui m'accorde cette année encore le privilège de m'adresser à vous, mes compatriotes, et plus particulièrement, spécifiquement à vous, hommes et femmes en uniforme. Puisse l'année nouvelle être pour nos forces, pour nos troupes, une année de santé, une année de bonheur, une année de paix, de service rigoureux, ardent de la patrie. Je m'incline devant la mémoire de tous les soldats tombés sur le champ d'honneur. Soldats de la MINUSMA, soldats des femmes, je m'incline pieusement devant la mémoire de tous les citoyens, civils non armés, tués alors que vacants à leur tâche quotidienne, ou pour certains ayant sauté sur des mines traîtreusement parsemées par des lâches. Singulièrement, je salue la mémoire de tous nos administrateurs civils, odieusement, horriblement assassinés de la manière que l'on sait, et qui ont payé ainsi de leur vie, leur amour de la patrie, leur attachement à un Mali uni. Préfet, sous-préfet de Kidal, honneur à vous. Reconnaissance éternelle à vous. Aujourd'hui, nous célébrons la date anniversaire de la création de l'armée malienne. En effet, c'est le 20 janvier 1961, devant le corps diplomatique convoqué à cet effet, que le premier président du Mali, Modibo Keïta, annonçait la création de l'armée malienne. En réalité, l'acte de naissance de cette armée avait été déjà signé le 1er octobre 1960, soit seulement 8 jours après que fut proclamée l'indépendance du Mali. L'anniversaire de la création de notre armée est un symbole. À l'instar de tous les pays, l'armée malienne symbolise l'outil d'expression de l'indépendance et de la souveraineté nationale. De même, l'armée constitue un instrument principal de la cohésion nationale, de garantie et de préservation de notre unité, c'est-à-dire de l'affirmation de la République du Mali tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'armée malienne a, tout au long de son cheminement, rempli cette fonction avec fierté pour le bonheur des populations et de la nation malienne. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers compatriotes, la célébration de l'anniversaire constitue toujours un moment privilégié de rétrospection, d'analyse approfondie et de projection. Le 20 janvier 1961 est perçu comme marquant le départ du dernier soldat français. Toutefois, le contexte a bien changé à maints égards. L'évolution géopolitique née de la mondialisation a imposé au monde de nouvelles formes d'insécurité, changeant fondamentalement la nature même des menaces, et en conséquence, celle de la défense des États et des nations. L'armée malienne n'échappe guère à cette évolution, à cette logique. Aujourd'hui, plus que jamais, la plupart des armées du monde subissent, malgré elles, non seulement les impostures terroristes et djihadistes, mais aussi et surtout les différentes formes d'irrédentisme. Toutes choses qui ont fini par fragiliser notre outil traditionnel de défense. Dans un tel contexte, comme par l'effet d'une répétition historique inversée, depuis l'année 2013, le mois de janvier symbolise désormais la synergie d'action entre les militaires maliens et leurs frères d'armes des autres parties du monde. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de soldats d'occupation, mais de soldats de la libération. C'est ainsi que le 11 janvier 2013, le président Serval est intervenu aux côtés de l'armée malienne, qui se trouvait aux prises avec l'envahisseur terroriste et djihadiste. Tout récemment, en janvier 2015, c'est un jeune malien, Lassana Bathily, qui a sauvé des vies humaines en France. Simultanément, ou presque,
les terroristes causaient de nombreux morts et la désolation en France. Tout cela vaut pour signaler la communauté des destins des armées et des nations face à la nouvelle menace transnationale. C'est pour précisément cela que nous avons, en votre nom, répondu avec honneur, et je dois le dire fierté, à l'invitation que le président Hollande nous a faite de nous trouver à ses côtés dans une marche mondiale contre le terrorisme et pour la paix. Cette marche qui a réuni les chefs d'État et le gouvernement de plus de 50 États du monde a voulu signifier le refus collectif de subir l'intolérable, l'inadmissible, l'ignoble. Et cela était dû. Nous l'avons fait dans un esprit très clair, refus du terrorisme sous toutes ses formes, y compris quand on veut agresser, attenter à ce que chaque peuple a de plus profond, sa liberté de croyance, son attachement à sa foi. Et la nôtre est très claire. Nous sommes un pays d'islam. Nous chérissons notre religion, surtout notre prophète Mahomet, paix et salut sur lui, que nul n'en doute. Tirant les leçons de ces circonstances, j'ai instruit au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la remise en niveau de nos forces armées et de sécurité. Dans un contexte d'intégration multinationale prenant dûment en compte la menace terroriste, le processus de réforme a ainsi été engagé avec pour moment clé la tenue le 5 janvier 2015 du Conseil national supérieur de défense. En effet, au cours de cette session, le Conseil a entériné la loi de programmation militaire. La mise en œuvre de cette dernière s'attellera à la modernisation de la gestion de la gouvernance de nos forces armées de sécurité. Et c'était l'occasion pour nous de constater qu'une meilleure gestion de nos ressources humaines serait dorénavant à l'œuvre. C'est le lieu d'exprimer toute mon appréciation des efforts et sacrifices consentis par les forces armées de sécurité. La célébration de ce 54e anniversaire m'offre l'occasion de leur réitérer toute ma confiance. Nous relèverons ensemble les défis du moment, car ce sont aussi les nôtres. J'exhorte plus particulièrement le ministre de la Défense à veiller scrupuleusement à parfaire les capacités de notre outil de défense et de sécurité, et ce, en application stricte des récentes résolutions du Conseil supérieur de défense nationale. Les actions de soutien de nos partenaires de la réforme en matière de formation et d'entraînement montrent déjà des résultats appréciables. 5 groupements tactiques interarmés ont déjà été mis en place. Le gouvernement a consenti de nombreux efforts d'accompagnement qui ont porté sur le renforcement des capacités opérationnelles, notamment en matériel de soutien, en matériel et équipement roulant, ainsi qu'en moyens de communication, de maintien d'ordre et de protection civile. C'est du reste dans un tel cadre qu'a été passé le contrat de fourniture d'équipements qui a défrayé tant la chronique pendant de longs mois en 2014. Ce marché nous a valu des incompréhensions avec nos partenaires. L'examen profond des textes régissant les marchés publics, notamment la section relative au dispositif du secret de défense, a amené le gouvernement à relire la loi dans le sens d'une plus grande transparence et efficience des dépenses publiques. Toutefois, il y a lieu de noter que le contrat en question ne portait ni sur des marchés fictifs, ni sur des produits superflus. Toutes les commandes qui ont été honorées correspondent à des besoins essentiels et urgents, exprimés par nos troupes éparpillées sur un théâtre d'opération s'étendant de Nara à Tinzawaten. Ce sont nos enfants, à tous, qui sont au front. En tant que chef suprême des forces armées, je porte la responsabilité de leurs conditions et de leur sort sur le terrain.
qu'on aille voir aujourd'hui, après les partages, la distribution récente des partages, quel est le moral, quel est l'état du moral des troupes. C'est cela qui m'importe. Et au demeurant, je n'ai surpris personne, car j'ai toujours dit que si le sort voulait que je vienne aux affaires, ma première mission serait d'équiper les forces armées de sécurité, de les mettre à niveau. Je l'ai fait, je vais le faire davantage encore. Voir le plus grand respect, je voudrais dire aux forces armées que je ne tricherai jamais avec elles. Il faut tirer tous les enseignements des insuffisances et maladresses constatées et les corriger dans le cadre de la nécessaire réforme structurelle actuellement en cours. La restitution des forces armées de sécurité est nécessaire en vue d'en faire des forces républicaines motivées, respectueuses de l'état de droit, entièrement dédiées à la sauvegarde de l'intégrité du territoire et à la protection des personnes et des biens. En cela, elle sera conforme à la nouvelle politique de défense, déjà abordée dans mon adresse à la nation du nouvel an. L'année 2015 sera donc dédiée à cela. L'objectif premier de nos jours est la lutte contre le terrorisme. Ce dernier est un fléau qui présente malheureusement plusieurs facettes, dont certaines sont transfrontalières et transnationales. Il est d'une grande complexité et la lutte pour le combattre nécessite des sacrifices très lourds. Les Maliens à tous les niveaux devront se mobiliser à cet effet. C'est ainsi que nous pourrons mobiliser la communauté internationale à nos côtés. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers compatriotes, la restauration de l'autorité de l'État s'inscrit en bonne place dans les priorités de mon gouvernement et de mon mandat. Toutefois, ici également, le dialogue reste un moyen privilégié et incontournable. Même si je mesure l'état d'esprit militaire à ce sujet, il s'agit bien évidemment d'un dialogue franc et constructif qui ne saurait en aucun cas mettre en cause la forme républicaine du Mali, ni son indivisibilité, encore moins sa laïcité. Je mesure l'amertume et les attentes des forces armées de sécurité par rapport au processus d'intégration à venir, suite au retour en son sein de certains acteurs jadis identifiés comme leurs adversaires sur le terrain. Je voudrais dire à tous que je les comprends. Cependant, mon rôle est celui d'un chef de famille, chargé de veiller à la concorde, à la quiétude et à l'unité nationale. Mais par-dessus tout, je suis chef d'État. Je ne m'y déroberai pas, je ne m'y déroberai jamais. Car c'est pour cela que les Maliens, dans une très large majorité, ont porté leur choix sur ma modeste personne. J'assumerai. Le processus du dialogue intermalien qui se déroule en Alger reste une opportunité à saisir. Je félicite l'ensemble des forces armées de sécurité pour leur esprit de discipline vis-à-vis du cessez-le-feu du 23 mai 2014 et pour leur aptitude à se contenir face aux nombreux actes hostiles et de provocation. Et oui, il faut le reconnaître et le dire avec force et conviction. Notre armée porte en elle les germes de la réconciliation par le seul fait de sa représentativité nationale. Nous ferons en sorte que cette représentativité soit davantage confortée, mais dans la fermeté et dans la rigueur. Je voudrais de nouveau insister sur le fait que nous mettons le repas et le bien-être au cœur des missions du gouvernement, car tel est l'axe fondamental de mon mandat et tel je l'appliquerai. La guerre, nous la ferons si nous nous sommes forcés, contraints. Mais la guerre n'est nullement un choix, en tout cas nullement pas le nôtre. C'est à la paix que j'ai promise, c'est à la paix que je travaille, c'est à la paix que travaillent tous, société civile, médias, leaders d'opinion, communicateurs, autorités traditionnelles et religieuses, femmes et jeunes représentant leur communauté dans les multiples forats dédiés à la question du Nord. Cependant, les mines antipersonnelles tuent. Pendant que nous dialoguons, les forces sournoises attaquent nos soldats et ceux de l'aménagement, comme nous l'avons vu récemment encore à Nampala, à Tenenkou et Kidal.
Pendant que nous dialoguons, ces forces tentent de diriger encore à Néfis, à Moussat, Diabok, Tabrichat, Agamor, Talkint, Agelok et Ersan, en sanctuaire et en base arrière. Ersan, où j'ai passé quelques merveilleux jours. À quelle fin? Ces attaques sont lâches et elles sont le fait de groupuscules opposés au dialogue. Mais ils ne nous divertiront pas. Ils ne nous feront pas désespérer. Inch'Allah. Le processus intermalien aboutira. Inch'Allah. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut que nous aboutissions à la paix. Le Mali n'a pas d'autre alternative. Le Mali n'est pas seul dans ce combat. Les groupes armés, quel que soit le temps qu'ils y mettront, devront accepter tôt ou tard la main que je leur tends. C'est un geste de bon sens, sincère et fraternel. Il est temps que nous arrêtions d'insulter l'avenir, de nous faire mal les uns et les autres, de faire mal à ceux qui nous aiment, surtout les personnes âgées et les enfants, pour des projets chimériques. Car tant qu'il y aura un Malien sur la terre de Mali, sur cette terre des hommes, personne n'acceptera la division de ce pays. Aucun Malien. Pendant qu'il en est encore temps, sachons raison retrouvée. Sachons unité retrouvée. Sachons de nouveau revivre ensemble et pleinement ensemble. Je dis donc au mouvement, de nouveau, venez à la table du dialogue. Nous y sommes. Mais venez-y cette fois-ci franchement, sans faux fuyant. Et surtout, les premiers responsables, ne laissez pas ça à d'autres. Le refrain n'a pas pouvoir de décision est trop usé. Il est temps que vous veniez à la décision. Laissons les armes au vestiaire. Ne créons pas des démons qui nous emporteront tous demain, tels que l'ethnisme, le communautarisme ou le séparatisme. Restons le même Mali de Kidal à Kaï. Restons la même nation d'Ambidili à Tinzawatin, que je connais bien. Car s'il y a une guerre juste à mener, c'est celle contre l'analphabétisme, la faim, la maladie et la pauvreté. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes très chers compatriotes, je fonde l'espoir que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu Tout-Puissant, et le concours des partenaires qui ont toujours été à nos côtés, notre armée saura se mettre à hauteur de souhaits et de défis. Les vicissitudes communautaires, religieuses et régionales nous ont certes amenés à douter par moments, mais par une application rigoureuse et méthodique de la loi de programmation militaire, nos forces armées de sécurité sauront répondre très bientôt à toutes leurs missions régaliennes, Inch'Allah. L'armée nationale est le socle le plus sûr de confort et de réalisation effective de toute décision politique. Ma force, c'est vous. Cette force de la nation que je charge et mission de traduire en actes, tant au dedans qu'au dehors, c'est vous qui devez me permettre de l'assumer et de l'assurer. Je compte sur chacune et chacun de vous, hommes et femmes en uniforme. Vive l'armée malienne, vive le Mali, vive la coopération militaire internationale. Pour ta prospérité, fidèle à ton dessein, nous serons tous bénis. Un peu,
pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat c'est la l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chanteurs d'espérance, les cœurs libres de du travail de la fonction publique et de la réforme chargée des relations avec les institutions communique en application des dispositions de la loi relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mardi 20 janvier 2015, fête de l'armée, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de la fête de l'armée, une centaine de personnalités de toutes les couches socioprofessionnelles ont reçu ce matin des distinctions des mains du président de la République. Des distinctions qui vont du mérite national avec effigie abeille à grand officier de l'ordre national. Mohamed Diarra, compte rendu. La nation malienne rend hommage à ses fils et filles. Une cérémonie empreinte de solennité. Et qui de mieux que le président de la République nomme un grand maître des ordres nationaux du Mali pour remettre les premières distinctions aux récipiendaires dans cette salle de banquet de Koulouba, symbole des hauts faits. L'émotion était au rendez-vous. Certains, pour la toute première fois, reçoivent une distinction, contrairement à d'autres qui ne sont donc pas à leur première expérience. 23 personnalités ont été élevées à la dignité de grand officier de l'ordre national, parmi lesquelles 7 médailles de l'indépendance. Malgré le poids de l'âge, ces personnes du troisième âge ont répondu à l'appel du président de la République. Devoir de génération oblige. Nous sommes très fiers, nous sommes très heureux de voir, après 35 ans de service, de loyaux services rendus à l'État, aujourd'hui de voir que le président de la République, l'excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a pensé à ces vieux serviteurs de l'État du Mali. Il a aujourd'hui ouvert une page et inscrit sur l'histoire du Mali contemporain lettre indélébile. Ce message d'aujourd'hui qui renoue le cordon ombilical, lié de passé au présent, de présent et l'avenir. La jeune génération est certes consciente d'avoir hérité d'un passé glorieux qui doit servir d'exemple pour bâtir le présent et se projeter dans le futur. Et cette cérémonie de distinction vise à encourager les bâtisseurs dans ce sens. Et pour cela, aucun sacrifice n'est de trop pour la nation. C'est du moins l'avis de Moussa Mara qui a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national avec une trentaine de personnalités. Mais je perçois un peu, comme toute reconnaissance ou comme toute récompense, comme un encouragement à poursuivre l'effort. Dans un pays qui a des difficultés, je pense que tout citoyen, au niveau qu'il se trouve, doit se sentir concerné par le Mali et par les Maliens et continuer à travailler. J'ai bien dit à n'importe quel poste où il se trouve. Cette décoration est un plus pour moi, un grand plus pour moi au Moussangari, parce que ça me montre que tout ce que je fais comme effort dans mon pays est reconnu. Toutes les couches professionnelles du pays étaient représentées à cette cérémonie. Au nom du président de la République, une centaine de personnalités ont obtenu le grade d'officier de l'ordre national. 19 ont été faits chevaliers de l'ordre national du Mali et près d'une trentaine se sont vus décerner la distinction mérite nationale avec effigie abeille. Que le travail paye, le travail bien fait. Et je suis aujourd'hui que, franchement, dans ma vie, j'ai fait quelque chose pour ma nation. J'en appelle aux femmes de faire davantage pour être parmi les hommes, sinon plus que les hommes. Cette récompense des autorités maliennes est la preuve que le travail bien fait n'est jamais perdu. À l'occasion du 20 janvier, plusieurs messages de félicitations de quelques partis politiques nous sont parvenus. Ce soir, le RPM, le CNID Faso Yiriwaton, la CODEM, la CENAS Faso Here et le
RDP qui félicite tous et souhaite bonne fête aux militaires maliens par ailleurs, présente leurs condoléances à tous nos braves soldats tombés sur le champ de l'honneur ainsi qu'à toute leur famille et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Et l'URD qui a appris avec regret et amertume que de nouvelles attaques djihadistes ont été perpétrées contre les positions de l'armée malienne et de ses alliés à Dogo, Tenenkou et Kidal, respectivement les 15, 16 et 17 janvier dernier. L'URD condamne avec la dernière rigueur ces actes lâches et ignobles et exige que les responsables de ces actes criminels que rien ne saurait justifier soient recherchés, poursuivis, jugés et punis. Nous sommes intéressés à la musique militaire à l'occasion de la fête de l'armée. Une musique militaire qui joue un rôle important au sein de l'armée, la fanfare nationale, qui a vu le jour en 1963 a pour mission de galvaniser les troupes et d'animer les cérémonies militaires et souvent civiles. Nous vous proposons la rediffusion d'un dossier sur la musique au sein de l'armée nationale. C'est une réalisation de Cheikh Oumar Sangaré. La fanfare, par définition, est un ensemble de musiciens dont les instruments sont exclusivement des cuivres, accompagnés occasionnellement de percussions. Elle désigne l'orchestre de musique de l'armée. Quand le colonisateur est rentré, naturellement, les militaires qui servaient dans l'armée française et qui faisaient musique, obligatoirement vont être reversés à leur état. Ces musiciens-là n'avaient pas d'instruments. Ils ont été obligés de confectionner des barriques pour faire des grosses caisses avec des pots tannés en attendant qu'ils aient un instrument. En 1963, il fallait créer la fanfare nationale. Mais c'est venu comment? Il y avait des musiciens ici au génie. Donc avec la fusion des deux, c'est ce qui a donné la création de la fanfare nationale. Les éléments de la classe 1963, c'est eux qui ont remplacé la musique de la garde, amenée ici avec fusionnée ici avec la musique, les musiciens de l'armée française qui étaient là au génie. C'est ainsi que la musique aussi de la garde a été créée spécifiquement pour la garde. L'orchestre de musique des armées est appelé la Nouba lorsque son effectif se situe entre 25 et 50 éléments. Il devient la fanfare au-delà de 50 musiciens. Aujourd'hui, il y a une Nouba pratiquement dans chacune des régions militaires. Les formations de musique les plus grandes en termes d'effectifs et d'équipements sont appelées musique principale. Il s'agit de celles de la garde nationale et du génie militaire. Le tout commandé par un bataillon de musique des armées créé au début des années 2000. Il fallait créer une structure qui pouvait englober tout ça parce qu'au niveau des régions militaires, il ne faut pas faire déplacer tout le temps, chaque fois qu'il y a un événement militaire à Gao, il fallait faire déplacer la musique du génie pour Gao, ou bien la musique de la garde pour Gao. C'est tellement long et c'est fatigant, les instruments peuvent se détériorer. Ainsi, le commandement a décidé de créer au niveau de ces régions militaires des Nouba. Ces Nouba sont commandés par des sous-officiers supérieurs musiciens. Ces soldats artistes sont les maîtres de la joie et de la tristesse à la fois. L'importance de la musique militaire au sein de l'armée et au sein de la nation est inestimable. La musique militaire est d'une importance capitale au niveau de la nation. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous faisons les deux, nous avons les deux missions. Notre première mission d'abord c'est le combat. Ça c'est la mission principale. La mission secondaire c'est d'égayer, n'est-ce pas, la troupe. C'est pratiquement la raison fondamentale de la création de la musique des armées. Quand il y a la joie, on sent tout de suite qu'il y a une fête au niveau national par, n'est-ce pas, les prestations de la musique militaire. Et quand il y a la tristesse, c'est la même chose. Seulement la différence c'est entre les sonneries. La fanfare nationale du Mali revisite constamment les terroirs musicaux de chez nous pour se rapprocher davantage de sa cible, la population malienne.
Elle interprète l'hymne national et autres titres reflétant la grandeur de notre chère patrie lors des grands événements nationaux. L'hymne national, personne n'est au-dessus de cela. Que tu sois militaire ou pas, une fois que tu entends l'hymne national s'exécuter et que tu es sur les lieux, il faut s'immobiliser. Ce petit temps-là, ça ne fait même pas 5 minutes, au maximum c'est 2 minutes là, pour rendre hommage à son propre État. Voilà le comportement que le Malien doit avoir. La musique militaire n'est pas une musique marchande, mais une musique de devoir destinée surtout à galvaniser la troupe vers l'accomplissement du devoir des soldats. À l'occasion du 20 janvier, fête de notre armée, le Guido hebdomadaire sort comme chaque année un numéro spécial dédié à l'armée et à tous les hommes qui se sont consacrés à ce corps, un magazine inédit de 60 pages qui est d'ailleurs gratuit. Le thème central, c'est la refondation de la Grande Muette, la vaste œuvre de réorganisation et de restructuration qui doit l'amener d'ici l'horizon 2019 à un haut niveau d'équipement, de professionnalisme et d'efficacité qui rappellera la grande armée malienne d'antan, admirée par nos voisins, modèle dans la sous-région. Vous trouverez également ce que les Maliens lambda, hommes de médias, membres de la société civile militaire en retraite pensent de l'armée nationale. Le Guido souhaite bonne fête à l'armée malienne, beaucoup de courage et de succès. Le ministre du Travail, de la fonction publique, de la réforme de l'État chargé des relations avec les institutions a successivement rencontré les centrales syndicales de l'UNTM et de la CSTM, une façon de les rassurer de toute sa disponibilité à collaborer afin d'améliorer les conditions de vie des Maliens. Compte rendu, Mohamed Doumbia. Ces séries de visites qualifiées de visites de courtoisie et de prise de contact ont permis au ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé des relations avec les institutions, d'échanger à la Bourse du Travail en premier lieu sur les avis et les ambitions de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Nos droits, c'est l'application des accords issus des négociations. À ce niveau, les gouvernements prennent déjà du retard sur la mise en œuvre du dernier protocole d'accord. Quel prix doit avoir l'électricité, puisque de juin 2014 à nos jours, le baril a perdu les 3/4 de son prix. Le silence d'EDM et du gouvernement n'est pas acceptable. Quel est l'essor de l'accord sur les privatisations? Sur l'exploitation de l'or, on aurait dû déjà, selon les accords, tirer un bilan, une transparence. Quel est le niveau de réduction de l'ITS? Le département chargé de la question jusqu'ici n'a produit aucun document là-dessus. Le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé des relations avec les institutions, se dit disponible et prête au dialogue. En réalité, chacun est dans son rôle, mais l'objectif est le même. Vous vous battez pour tout le monde et nous sommes le tremplin pour essayer de faire aboutir dans la mesure des moyens de l'État. La deuxième étape de cette visite a eu lieu au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Au cours de son intervention, le ministre n'a pas oublié de mentionner que c'est ensemble qu'on peut gagner le challenge pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Nous avons, malgré les apparences, la même mission, celle vraiment de mettre les travailleurs du Mali dans les conditions idoines pour que nous ayons vraiment des compétences avérées dans le monde. Les mêmes missions, parce que le gouvernement et votre centrale veillent tous deux au bien-être social, à l'équilibre social des travailleurs du Mali et par ricochet à l'équilibre social de toutes les familles maliennes. Nous souhaitons que quelque part ensemble nous puissions travailler pour une certaine justice sociale, pour un état de droit. Nous avons une démocratie naissante, comme on le dit. Mais c'est ensemble qu'on va construire tout ça. Nous savons que le chantier est dur et que vous venez dans une situation difficile, mais pas insurmontable. Tant à l'UNTM qu'à la CSTM, des bénédictions ont été faites à l'endroit de notre pays afin de sortir de la crise et à améliorer les conditions de vie de l'ensemble des travailleurs.
Lancement à Bruxelles de l'année européenne pour le développement 2015. Le Mali était représenté par son ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. La cérémonie de lancement était présidée par la reine du Royaume de Belgique. Envoyé spécial, Modibo Soirée. L'année 2015 a été déclarée par la Commission européenne année européenne du développement pour la réalisation des objectifs du millénaire Agenda Post-2015. Pour marquer l'événement et donner un cachet particulier à son lancement, la Belgique a mis au premier plan la reine Mathilde qui, en personne, a effectué le déplacement pour donner le ton de cet important projet culturel. Une cérémonie organisée par la coopération belge au développement et Africalia, partenaire belge de la coopération culturelle avec l'Afrique. Face aux difficultés que rencontrent les populations du Sud dans de nombreux domaines, notamment celui de la culture, le vice-premier ministre et ministre de la coopération au développement de la Belgique a salué et reconnu les efforts déployés par les premiers responsables africains de la culture pour la promotion du secteur. 2015 est une année cruciale pour le programme de développement mondial, une année charnière. L'année européenne pour le développement est une occasion unique de mieux informer la population, de lancer les débats et de nourrir un dialogue et par la même voie de renforcer l'assise de la coopération au développement. Cérémonie solennelle et pleine de significations, ponctuée d'anecdotes pour Sa Majesté la Reine Mathilde, qui a manifesté toute sa joie en venant présider ce débat dont le thème central portait sur la culture enjeu de développement, véritable fondement d'une solidarité créative pour le monde de demain. Elle a surtout insisté sur le rôle prépondérant joué par la culture dans le développement des pays du tiers-monde. La culture et le développement sont des dimensions multiformes qui, dans l'évolution de nos sociétés et des paysages culturels, s'avèrent indissociables. Qui dit culture, dit à la fois éducation et formation, visant à stimuler et à valoriser les talents des jeunes en créant un contexte qui leur permette de s'épanouir. L'art et la musique font partie intégrante de ce processus. En marge de cette cérémonie de lancement belge de l'année européenne pour le développement sous la devise « Notre monde, notre dignité, notre avenir », une série de débats était animée par plusieurs panélistes, parmi lesquels le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Diaye Ramatoulaye Diallo. Auparavant, des experts s'étaient penchés sur des thématiques susceptibles de trouver les voies et moyens à même de stimuler le financement des industries culturelles en Afrique. Au menu de cette journée culturelle également, une conférence débat. Elle était animée par les ministres maliens et capverdiens de la culture et d'autres professionnels du domaine. Ils se sont penchés, entre autres, sur la place de la culture au sein de la coopération au développement. De Bruxelles, Fatim Diallo. Aucune société ne peut prospérer sans culture et il ne peut y avoir de développement durable sans elle. C'était là le message principal qui a émergé lors du débat animé par les ministres maliens et capverdiens de la culture. La présence du Mali à cet événement témoigne à la fois de l'importance que le Mali accorde à la culture comme stratégie de développement et aussi du rayonnement de notre patrimoine culturel à travers le monde. Lors d'une visite officielle au Mali, j'ai notamment traversé le plateau des Dogons, où j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer les habitants et le Dogon en personne. J'ai été non seulement impressionnée par le paysage splendide, mais surtout fortement interpellée par le capital culturel et social présent dans les villages, par l'étonnante mosaïque de peuples qui, tout en respectant des traditions et des valeurs séculaires, cherchent des synergies afin d'améliorer eux-mêmes leur qualité de vie. Quelle est la place de la culture au sein de la coopération au développement? Quels sont les bénéfices que les pays du Sud comme du Nord peuvent en tirer, tant au plan économique, social et culturel? Et comment faire de la culture un enjeu, voire le fondement même d'une politique de développement durable? Ce sont ces questionnements complexes que la conférence a abordés avec l'objectif de repenser de nouvelles formes de projets et de stratégies.
un des objectifs les plus importants spécifiques au Mali a été également atteint, c'est-à-dire une sensibilisation au retour du projet d'appui au développement économique du secteur de la culture. Et c'est un gros projet de 15 millions d'euros qui a vu son interruption avec la crise survenue au Mali en 2012. Nous étions en plein dans la mise en place de la deuxième phase de ce projet. Et je pense que nous avons eu l'occasion de faire un plaidoyer pour le retour de ce projet. Dans la globalité, il y a un problème. Il y a la question de l'intolérance, des guerres fratricides, des guerres religieuses, qui sont des questions purement culturelles. Mais il n'y a pas d'argent pour la culture. À l'heure où la communauté internationale doit redéfinir son agenda après 2015 et dresser le bilan des objectifs du millénaire, la prise en compte du lien culture-développement pourra non seulement influencer la formulation des objectifs, mais aussi les choix quant aux méthodes à mettre en œuvre pour les atteindre. Le ministre de la Culture a insisté auprès d'Africalia, partenaire belge de la coopération culturelle avec l'Afrique, de poursuivre son plaidoyer en faveur d'une plus grande prise en compte de la culture dans les politiques de développement. La conférence a été suivie par la visite de l'exposition Tombouctou Renaissance qui présente depuis le 19 décembre dernier les manuscrits de Tombouctou. Retour ici en 4e région, le commandant de la 2e région militaire de Ségou, le colonel-major Ntaknit Ag Intakan, a rencontré les autorités locales de Nampala. Les questions sécuritaires étaient au centre de cette rencontre. De Ségou, nous avons le reportage du lieutenant Mohamed Bama Koulibaly de la DIRPA avec la voix de Kandesila. Cette rencontre du commandant de la 2e région militaire à Nampala vise à calmer la population après l'attaque de cette zone par les forces djihadistes. Aussi, la rencontre avec les autorités locales, les leaders communautaires et autres responsables aura permis de dissiper quelques incompréhensions entre la population et le dispositif militaire de Nampala. À cet effet, un cadre de concertation a été mis en place. Le conseil je donne à la population et les militaires. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Ils se trouvent ensemble à cause de ça. La commission du CRIS, à cause de ça, on a pensé à ça. Rien ne va se passer à la commune de Nampala. On n'a pas laissé la commune de Nampala à quelqu'un. Même on va mourir tous ici. On n'a pas laissé ça à quelqu'un. Si la sécurité n'approche pas la population va garder. C'est pas beaucoup pour la répartition, quoi. Nous, avec la sécurité, on les mêmes visions, on est les mêmes personnes. Ils disent tout ce qu'ils disent, c'est pour la sécurisation de la commune. La commission, composée de militaires et de civils, se réunit 2 fois par mois. Elle est chargée d'échanger les informations de part et d'autre. Une séance de prière et de bénédiction pour le retour définitif de la paix a mis fin à la rencontre. À Gao, sur la route de l'aéroport, un engin explosif de type artisanal dissimulé dans un sachet a explosé dans les mains d'un enfant de 7 ans. La victime grièvement blessée a été admise à l'hôpital de Gao. Il reçoit des soins, nous signale depuis Gao, Boubacar Babletouré. Ce dimanche après-midi, aux environs de 12h45, une explosion s'est produite dans la ville de Gao sur la route de l'aéroport. Elle a été causée par un engin explosif manipulé par un enfant de 7 ans après avoir ramassé un sachet contenant l'engin en question. L'enfant nommé Moussa Bachirou, blessé, reçoit présentement des soins à l'hôpital de Gao et sa vie n'est pas en danger. On était dans le vestibule quand on a entendu l'éclatement, un grand bruit. Immédiatement, on est sorti. Face de la station, il y avait des arbres, on voyait la fumée qui sortait et puis il y avait aussi le feu. Et on voyait deux jeunes, des enfants de au moins 7 à 10 ans. Le premier prenait la route principale, la route qui mène vers l'aéroport, et le blessé même venait vers les stations, courait vers les stations, demandait de secours. Immédiatement, on a vu le petit, il était blessé. Un deuxième engin explosif, retrouvé juste à côté du premier, a été désamorcé par l'équipe de déminage venue pour la cause. Pour l'instant,
Aucune information sur l'auteur de cet acte, mais une enquête est ouverte par la gendarmerie nationale. Nous avons été alertés comme quoi il y a eu une explosion en face de la station Soumaïef. Rapidement, je me suis rendu sur les lieux avec certains de mes éléments. Nous avons pris toutes les dispositions pour sécuriser d'abord les lieux, interdire l'accès aux populations. Ensuite, nous avons fait appel aux spécialistes des minages. Donc, ils ont fait exploser le reste des débris. Une profonde sensibilisation de la part de vous, la presse, pour dire aux gens que tout objet suspect doit être signalé. Ces genres d'actions sont légion à Gao. C'est la raison pour laquelle les forces de sécurité demandent la collaboration avec la population afin de déjouer les coups des malfrats. C'est parti pour la culture du sésame en zone office du Niger. Les paysans s'engagent en partenariat avec la société Prosema, le Centre international pour le développement des engrais et l'Office du Niger. Le compte rendu de Fousseni Samake. Il s'agit au cours de cette cérémonie de lancement des activités de la culture contre-saison irriguée de sésame de vulgariser la culture de cette spéculation moins exigeante en besoin d'eau. En effet, ce partenariat entre la société Promotion du Sésame au Mali Prosema, le Centre international pour le développement de l'engrais IFDC et l'Office du Niger de diversifier la production agricole et commercialiser les sésames maliens. Malgré tout ce qu'on entreprend en zone exondée, nous n'avons pas la quantité suffisante pour répondre aux demandes qui nous sont adressées. L'Office du Niger nous paraît la bonne zone. Les agents d'encadrement de l'Office vont être formés et à leur tour ils vont former les producteurs pour la culture du sésame par irrigation. Ce lancement fait suite à la réalisation des parcelles expérimentales réussies en 2014 dans les zones de production Office du Niger, d'où l'engagement des paysans à augmenter leur superficie exploitée en compte saison 2015. L'introduction de la culture du sésame va en droite ligne des objectifs de l'Office dans le cadre de la diversification, surtout que c'est une culture qui fait rapporter un plus dans le cadre de l'augmentation des revenus des producteurs. Vraiment, parce que par là, vraiment, j'ai vu les avantages de la contre-saison du sésame. Le sésame demande moins d'eau comme le riz. Au lieu de 0,25, je ferai 1,5 hectare cette année. Depuis 2006, la Prosema transforme et exporte les sésames maliens vers les pays asiatiques et européens. Après 2 périodes d'incubation depuis la sortie du dernier cas, sans qu'aucun nouveau cas ne soit enregistré dans le pays, l'OMS déclare le Mali pays sans Ebola, mais il n'y a aucune raison de baisser la garde tant que l'épidémie continue de sévir dans les pays voisins. C'est pourquoi le personnel sanitaire continue de renforcer le dispositif de prévention. Focus Santé, c'est Chessira Emmanuel Dambélé. Dans la salle de formation de l'hôpital mère-enfant de Bamako, les docteurs Kola Bokoum de la Direction nationale de la santé et Sanata Sogoba de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux apprennent à leurs collègues les techniques d'hygiène des mains. Ils font partie du pool de 105 agents formateurs chargés de former leurs collègues dans le domaine de la surveillance épidémiologique, la prise en charge, la prévention et le contrôle de l'infection à virus Ebola au Mali. Dans chaque région, on a pris au niveau des hôpitaux régionaux et des hôpitaux nationaux 2 formateurs. Et dans chaque district sanitaire, on a pris 2 formateurs. Et ces formateurs, lorsqu'ils retournent sur le terrain, devraient être utilisés pour organiser des formations en cascade au niveau de la pyramide sanitaire de leur zone. 3 jours pour former les cadres de cet hôpital dans des domaines tels que la préparation des solutions de désinfection, le prélèvement et le transport des échantillons, les équipements d'enterrement, la communication en temps d'épidémie, le port et l'enlèvement des équipements de protection individuelle. Nous avons surtout appris à nous surpasser et surtout à aller vers un changement de comportement dans nos pratiques quotidiennes, surtout par rapport à l'hygiène
des mains et l'hygiène de façon générale dans nos structures hospitalières. Pour les techniciens de surface, ambulanciers, brancardiers, chargés de buanderie, nettoyeurs et les hygiénistes, les modules dispensés avaient trait à l'hygiène des mains et des lieux, à la gestion des déchets médicaux et des prélèvements, aux précautions à prendre en cas d'exposition accidentelle à l'infection, au port et à l'enlèvement des équipements de protection individuelle. Nous avons appris comment est-ce que la maladie Ebola évolue, comment est-ce qu'on doit se comporter, la prévention en cas de maladie Ebola, comment est-ce qu'il faut entretenir, nettoyer, assainir les lieux en cas si un malade passait dans les lieux. Enfin, nous avons appris comment laver les mains à l'eau de Javel. La formation a permis aux agents sanitaires d'acquérir les bonnes pratiques en matière de protection individuelle, de protection et de prise en charge de l'autre. Les écarts entre les anciennes méthodes et le nouveau protocole sont une preuve que c'est l'ensemble du système sanitaire du Mali qui se renforce. Les gens ne maîtrisaient pas toutes les données en termes de gestes, en termes de comportement favorables à la prévention et le contrôle des infections au niveau des structures de soins. Il y avait des anciennes aides qui étaient de nos jours vraiment pas acceptées dans le contexte Ebola. Mais heureusement, ces différentes formations bien à point nommé, ils permettent très rapidement de corriger ces infections. Si jamais un de ces gens sera en contact avec des cas suspects de cas Ebola, selon comment s'y prendre pour rompre la transmission au niveau de nos structures de soins. Ce qu'on appelle les précautions standards devraient être dans nos pratiques de tous les jours. C'est une occasion aussi de rappeler les uns et les autres et de donner et de corriger les lacunes que les uns et les autres avaient par rapport à ces précautions standards. Donc c'est une importance capitale pour la prévention de l'infection de façon générale et en particulier la maladie à virus Ebola. Ce type de formation initiée il y a près de 3 mois au Mali se poursuivra même après l'épidémie. Question de s'assurer que le système sanitaire national pourra désormais faire face efficacement à d'autres situations d'urgence sanitaire. Coupe d'Afrique des Nations 2015, les Aigles du Mali entrent en compétition demain à 19h contre les Lions indomptables du Cameroun. Le sélectionneur national Henri Kasperzak a animé aujourd'hui un point de presse. Il a rassuré quant aux conditions physiques et morales des joueurs. De Malabo, nos envoyés spéciaux, Kodi Sivi et Tedje Kamara. 9 matchs au total, 5 victoires pour le Cameroun et 4 matchs nuls. Ce sont les statistiques des confrontations entre les Aigles du Mali et les Lions indomptables du Cameroun. Les protégés de Henri Kasperzak sont donc en quête d'une première victoire dans l'histoire face aux Camerounais. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à la CAN 2002 à Bamako, quand le même Henri Kasperzak était sur le banc des Aigles. 13 ans après, le technicien franco-polonais retrouve la tête de l'équipe nationale et est optimiste pour le match de ce mardi. Mali, c'est une équipe qui peut surprendre, bien sûr, dans le sens positif. De toute façon, vous savez, quand on regarde les 2 éditions précédentes, 3e place, quand on regarde un petit peu aussi les parcours sur 6 matchs qu'on a joué dans le match éliminatoire, il n'y a pas tout qui était négatif. Ils ont réagi vraiment en vrai professionnel. Et puis aussi, ce qui est important à souligner, c'est qu'ils ont montré des qualités. La lourde défaite 3-0 des Aigles en amical de préparation face au Bafana Bafana sud-africain a semé le doute dans l'esprit des supporters maliens. Mais le patron de l'encadrement technique positive. On a réalisé tout ce qu'on a pensé à faire pour bien préparer cette équipe nationale. Et donc on a resté 10 jours au Gabon dans les meilleures conditions possibles.
Tout ça s'est très très bien passé, avec la programmation que je dis encore une fois, bien réalisée par l'équipe nationale. Aujourd'hui, vous savez, on est dans le football, on n'est jamais sûr à 100%, mais on est bien content de cette préparation. Et aujourd'hui, cette équipe elle est prête pour cette compétition importante, bien sûr, la CAN 2015. Le groupe Aigle au complet abordera ce match sans complexe. Et nous, on est là pour battre Cameroun, pour battre Côte d'Ivoire, pour battre Guinée. On est là pour faire des bons parcours, pour faire de bons résultats. On ne doute pas. Et pour contribuer davantage à un bel état d'esprit, nous leur avons payé toutes les primes dues. Les joueurs ont empoché sur place la prime de sélection, la prime de qualification et la prime d'encouragement que Orange, notre partenaire historique, a mis à notre disposition. L'ensemble des joueurs et l'encadrement ont perçu trois sortes de primes. Aujourd'hui, je pense que nos joueurs sont dans toutes les conditions psychologiques d'engager la compétition. Le Cameroun part certes avec la faveur des pronostics, mais les Lions indomptables, absents aux 2 dernières CAN et avec un mondial 2014 terminé en queue de poisson, ne constituent plus une foudre de guerre. Surtout la génération actuelle des Aigles, dont la plupart des joueurs sont à leur première CAN, ont soif de confirmation. En tout cas, forte mobilisation ici au Mali et aussi en Guinée équatoriale autour des Aigles. Les Maliens sur place sont engagés à tenir, à faire de l'ambiance en tout cas pour supporter nos Aigles. Envoyés spéciaux, Aliou Touré, Kumbanyambili. Tous les Maliens qui sont là sont mobilisés. Tous les Maliens. Tous derrière les Aigles du Mali. C'est le slogan de la communauté malienne vivant en Guinée équatoriale, précisément à Malabo, là où réside l'équipe du Mali. Ici, nous sommes au quartier Ibadan. Nous sommes là pour supporter notre pays pour que nous sommes des Maliens. Donc, nous sommes des supporters au Mali jusqu'au bout. Nous-mêmes, on va faire notre force, ce qu'on peut faire. Dieu va aider nous. Si on a des sens, on peut gagner les coupes. Mais quand Mali n'a pas gagné, Guinée doit gagner. Comme ça, moi, mon cœur. Je veux supporter Mali très bien, comme je suis au Mali et puis je suis un Malien, un vrai Malien. Ça me fait plaisir. Mon objectif, c'est que le Mali gagne. Une 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, placée sous le signe des luttes contre la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi des mesures strictes ont été prises par les organisateurs. Un message bien reçu par la communauté malienne qui s'est organisée afin que l'absence des supporters venant de Bamako ne se sente pas. Lorsqu'on s'est rendu compte rapidement que les supporters ne viennent pas, directement ici et Bata, on a convoqué une réunion. Donc on a vu essayer de collecter l'argent quartier par quartier pour essayer de faire une collecte. Parce que dans chaque quartier, on a des conseils de base. Avec ces fonds, on a commandé au Cameroun des tricots. On a écrit Allez les aides, vive le Mali. On a payé des billets pour pouvoir avoir accès rapidement, rentrer au terrain pour pouvoir supporter. Je sais que bien que les supporters maliens ne sont pas venus, mais je suis sûr qu'on ne va pas sentir que les supporters ne sont pas venus. Grâce à cette forte mobilisation de la colonie malienne, l'équipe du Mali a été l'équipe la plus accueillie à Malabo. La mieux accueillie donc Kumbanyambele, CAN Guinée équatoriale 2015. Aujourd'hui, place au groupe C. Les 2 matchs au programme ont tenu toutes leurs promesses. En première heure, le Sénégal a battu le Ghana 2-1. Et tout à l'heure, l'Algérie qui a sorti le grand jeu face à l'Afrique du Sud 3-1. C'est la gâteau Cissé. L'Algérie a fait parler son expérience face à l'Afrique du Sud. Méconnaissable à l'entame de la seconde période, les Algériens vont encaisser à la 51e minute. Tout sauf Fala embarque toute la défense pour le 1-0. Les Sud-Africains ratent même un penalty à la 54e minute par Tokelo Aranti. L'Algérie vient de frôler le pire. Les Fennecs d'Algérie se remobilisent et établissent la parité à la 68e minute suite à un autogol de Toulani Slatlawayo. Les Bafana reculent et offrent des espaces. Fawzi Ngoulam, d'un chef-d'œuvre, donne l'avantage aux Algériens à la 73e minute. L'Afrique du Sud n'en peut plus. Slimani se joue des défenseurs pour porter le score final à 3-1.
L'Algérie confirme son leadership, mais dans la douleur. Les face-à-face Ghana-Sénégal en Coupe d'Afrique au nombre de 3 ont toujours tourné en faveur des Black Stars du Ghana. Mais cette CAN 2015 a été la bonne pour les Lions du Sénégal. C'est dans les ultimes secondes des arrêts de jeu que Moussa Sow hérite d'un ballon de Mam Biram Diouf pour crucifier le portier ghanéen. 2-1. Le Ghana, genou à terre, avait pourtant ouvert le score à la 13e minute par André Ayou sur penalty. Le Sénégal a eu les ressources physiques et mentales pour égaliser grâce à Mam Biram Diouf à la 59e minute. Le technicien français des Lions, Alain Giré, saute de joie. Le héros Moussa Sow, félicité par ses partenaires, le Sénégal marque d'entrer son territoire à Mongomo. Son homologue du Ghana, Avram Grant, dépité et sous pression. Le Sénégal brise le signe indien. Le classement général de ce groupe C est le suivant. Première Algérie, 3 points plus 2. Deuxième Sénégal, 3 points plus 1. Troisième Ghana, 0 points moins 1. Et quatrième Afrique du Sud, 0 points moins 2. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, il n'y a pas de 10h, donc à 13h, vous retrouverez Kadija Toukone. Je serai là juste après les 2 rencontres de la CAN. Allez les aigles pour la victoire.